Cindy, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, la rencontre et ce que tu as mis en place depuis. Hello Alexandre, bah, merci pour l'invitation déjà. Donc je commence par le parcours du coup. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu as rencontré le yoga, quel fut ce déclic? Je pense que c'est un peu comme souvent dans la vie, c'est plus des parallèles que des déclics. Mhm. Mais hem, j'ai rencontré brièvement le yoga, de manière un peu par petites touches, déjà, pendant mes études. Moi, j'ai fait une fac de droit et je suis tombée, par contre, j'ai toujours aimé lire, ça c'est quelque chose qui change pas et donc du coup, ma grande passion, c'était quand même, de regarder, tout ce qui pouvait être lu je suis tombée sur un bouquin de yoga et un autre de méditation et et comme j'avais tendance à stresser pour mes examens, du coup, j'ai pris ça et j'ai fait des trucs, toute seule chez moi avec ces 2 livres, en cherchant la respiration, tout ça. Et puis j'ai rangé les livres, j'ai continué ma vie, j'ai tenté mes premiers cours de yoga à la Cité universitaire de Paris. Je m'en souviens parce que on était dans un sous-sol et il y avait beaucoup de monde. Je saurais pas dire combien de personnes, mais il y avait beaucoup de monde. Et je me souviens juste d'un cours pour moi, hein, à l'époque, et c'est des souvenirs flous, mais qui avait peu de rythme, donc je sais pas ce que c'était, je sais même pas ce que c'était comme type de yoga, parce que à ce moment-là, on dit juste, tu vas faire du yoga, quoi. Et donc je ne savais pas qui était la prof, je ne savais pas ce qu'était le type de yoga, je me suis retrouvée dans cette salle où on m'a demandé de faire des positions et à un moment à quatre pattes de faire la respiration du petit chien. Et en fait, visualise 50 personnes à quatre pattes en train de halter dans une salle sans lumière de sous-sol de la Cité universitaire internationale. C'est un peu spécial. Donc je suis sortie de là en me disant oui, bon, peut-être pas. À l'époque, je faisais l'escrime de la course à pied, donc je suis repassée à ça. Et puis j'ai passé mon master 2, le diplôme d'avocat, je suis devenue avocat. Et je me suis retrouvée, comme beaucoup de monde, pas forcément avocat d'ailleurs, à travailler trop. Et donc, en plus, dans un système où j'étais minutée, donc c'est-à-dire que je pensais mes journées en termes d'heures. Et c'était très difficile de sortir de cette exigence de productivité horaire, voire minute, parce que comme l'heure coûtait très cher, la minute coûtait également cher. Et donc, dans ce contexte, j'ai décidé avec moi-même que j'allais prendre une heure pour moi. Une heure, et je me souviens très bien je me souviens très bien avoir passé une sorte d'accord avec moi-même en me disant, bon, ok, donc en fait là, pendant cette heure, il va rien se passer. Genre, tes mails ne vont pas s'autodétruire, aucun dossier ne va capoter, personne ne va mourir. Et en fait, c'est assez fou, mais quand on est très stressé, on a l'impression que effectivement, si on ne fait pas, si on ne produit pas, il va se passer quelque chose d'hyper grave. Parce qu'il y a tellement cette exigence de produire que, euh, que en particulier, et c'est assez répandu quand on a des questions comme le perfectionnisme, comme le syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça, qui peut-être poussent à mettre même plus, voire trop, d'intention dans ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir un reminder de dire en fait, ça va. et, Carrément. voilà. Et du coup, moi, ma première révélation avec le yoga, c'était ça. C'était des cours avec Benoît Pierno que j'adore. Il le sait pas, mais il y a. Je crois qu'il a beaucoup de fans. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a une justesse et une précision dans ces cours qui est absolument exceptionnelle. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est quelqu'un qui fait, à mon sens, ce que j'aimerais réussir à créer dans mes cours, c'est-à-dire qu'il crée un espace dans lequel les gens font ce qu'ils ont à faire, mais il va pas T'imposer, de suivre forcément. voilà, il n'y a pas de dogme, il y a rien d'imposé. Donc c'est quelque chose qui pour moi est très sain. Le fait d'associer au cours de yoga l'image de cet espace du tapis sur lequel, petit 1, il va rien se passer sur l'extérieur, il n'y aura pas de conséquences majeures à s'offrir une heure pour soi. Et petit 2, dans cette heure pour soi, il peut se passer plein de trucs et ça appartient
à l'élève, au pratiquant sur ce tapis. Pour moi, c'est sans doute, au-delà des asanas, une des choses les plus importantes, en yoga et en tout cas, c'était ma porte d'entrée. Et puis comme cette porte d'entrée m'a fait beaucoup de bien, hein, de prendre 1 heure dans mon emploi du temps, cette heure est devenue 2, puis 3. Hem et Et tu as découvert d'autres profs aussi grâce à ça, parce que tu as pratiqué pas seulement avec Benoît Pierno, mais avec d'autres profs? ouais, j'ai découvert d'autres profs parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé chez Home Studio. Mmh. C'était l'ouverture d'ailleurs, au départ, je me souviens qu'avant que les cours de Benoît soient absolument remplis, il y a eu quelques cours où on était 8 et c'était genre et mmh et puis, il y avait Marion M. Santi que j'aimais beaucoup aussi qui enseignait là-bas. Hem, donc voilà, j'ai vraiment, après, bah, forcément quand tu commences à mettre un pied dedans, donc à l'époque, il y avait beaucoup de profs aussi, dont on parlait chez Yoga Village, il y avait, donc et puis je trouvais ça chouette comme j'avais cette notion d'espace, que j'explorais l'espace du tapis. Je trouve que le studio, c'est hyper important et à Paris, les studios ont vraiment, souvent je sais pas comment dire, une âme ou une énergie qui est Ouais. vraiment différente. Enfin, tu peux à la fois trouver des cours, dans des salles qui sont pas forcément d'ailleurs des salles de yoga, ou alors tu peux aller chez Huge où là, tu as un concept all inclusive Mmh. avec de l'infrarouge, et cetera et c'est encore, un autre délire, mais je trouve que c'est intéressant de se nourrir un petit peu de tout ça. Mmh. Hem, si je suis totalement honnête, donc j'en parle et tu le couperas au montage si tu veux pas en parler. Mais dans mon parcours de yoga, en fait, il y a eu cette espèce donc de frénésie, pas de frénésie, mais de vraiment gros, grosse attraction et un truc où ça fonctionne et où il en faut toujours plus et où ça commence à vraiment prendre du temps dans mes semaines. Et en fait, au moment où j'ai commencé à faire 3-4 cours par semaine, je me suis dit, bon, c'est quand même un budget. Donc tu réfléchis à prendre des cartes et tout. Et puis j'ai discuté avec une pote avocate aussi qui me dit, bah moi, je vais dans un studio. Mais par contre, voilà, c'est du yoga, mais je peux pas trop te dire si c'est du yoga comme tu fais toi, parce que moi, j'ai pas fait de yoga avant. Mais il y a des cours, ça commence à 7 heures le matin, ça finit à 21 heures le soir, c'est la semaine et le week-end. Donc pour moi, qui avait à ce moment-là des horaires totalement désordonnés, parce que je pouvais autant finir. Déjà, c'était rare que je finisse avant 20 heures, donc du coup, tous les cours de 18 heures à 20 heures, Mmh. c'était inaccessible. Voire c'était un stress de pouvoir être à 20 heures à un cours. Et le matin, bah, c'était pas forcément évident parce que je commençais tôt aussi. Et donc, du coup, ce studio, donc c'était un abonnement au mois, en illimité. Et ma pote me dit, en plus, on est 4 par cours. Bon. Donc, ça semblait un peu incroyable. Elle me dit: «Bon, tu t'inquiéteras pas, c'est une méthode brésilienne, ils vont faire des câlins quand tu vas arriver, mais c'est parce que c'est des Brésiliens, il y a la chaleur, tout ça». Bon, je me dis: «Bon, OK, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles, très bien» et puis, bon. Le fait est que, j'y suis allée, que les premiers cours se sont bien passés. En fait, les premiers cours ressemblent à des cours de yoga tout à fait standards. Tu une mise en enfin, tu as une entrée dans la séance, où on te fait faire des exercices de respiration. Après, il y a des explications de posture, éventuellement tu travailles Shirshasana et puis, ensuite tu as un flow qu'ils appellent flow créatif qui, je pense, se rapprocherait, genre de l'ecstatic flow ou quelque chose comme ça où tu laisses juste le son de ce qui t'environne et tes envies guidées et tu as une relaxation à la fin. Bon, donc je fais ça. Et puis au bout de 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, la personne qui gérait cette école me dit, Cindy, ça s'appelait pas studio de yoga, ça s'appelait la méthode. Et c'était une méthode de yoga et d'amélioration de la vie, genre sous toutes ses formes. Bon, moi j'y allais surtout pour le yoga, donc évidemment j'ai pas trop vu le truc venir. Et donc elle me dit, Cindy, et il y avait des grades. Et moi je pensais que les grades c'était comme les cours intermédiaires avancés, tu vois. Mmh. Et donc elle me dit: «Cindy, on sent que vraiment, tu fonctionnes avec la méthode. Est-ce que tu veux passer le grade?» Bon, je lui dis: «Bah, oui, enfin moi je veux bien faire les autres cours. En gros, si tu me dis que je peux ne plus faire que les cours débutants, en plus vu qu'à ce moment-là je cherchais de l'amplitude horaire».
Donc je lui dis: «OK» et puis, 1er truc bizarre, elle me dit: «Non, mais il faut que tu choisisses un professeur, hem, parce que c'est important, voilà». Donc moi, à ce moment-là, je tique un peu parce que mon objectif, c'était de payer mon abonnement pour avoir, pas en gros, ne pas avoir de contraintes sur mes horaires et d'avoir Ouais. accès du truc. Donc je lui dis, donc je fais un peu, je lui dis: «Non mais, en même temps, enfin voilà, j'ai fait 3 cours, je peux pas choisir de professeur, machin». Il se trouve que finalement, j'ai passé, cette intronisation de grade, qu'on a choisi mon professeur pour moi parce qu'en fait, c'était très important et que, les cours sont devenus, très chelous. C'est-à-dire que, finalement, par exemple, dans les relaxations, elles étaient guidées d'une manière qui fait que, on te demandait d'envoyer tes énergies pour attirer tous les pratiquants de la méthode et faire que, le maître, soit, jeune éternellement, tu vois? Enfin, voilà. D'accord. Donc je suis bien vite partie de cet endroit et j'ai arrêté de faire du yoga pendant 6 mois. D'accord. Non, je vais pas couper parce que justement ça a une importance dans ton parcours. Donc ouais, après enfin, je sais que, au début, quand j'ai commencé à enseigner, j'en parlais beaucoup. Enfin, j'en parlais beaucoup. J'en parlais pas mal parce que je trouvais que autant le yoga, c'est une porte, vers soi et même vers des choses plus spirituelles qui est, très précieuse. Autant, bah, typiquement, moi, je pense que ce qui fait que très rapidement ma copine, ça faisait 1 an qu'elle était dans cet endroit. Bon, Mmh. en fait, je pense que dans la réalité du truc, elle m'a fait venir parce qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un d'autre Mmh. qui prenne des cours et qui prenne un peu, je pense qu'elle avait besoin d'un miroir, qu'il y avait déjà des choses qui la gênaient, mais que Elle osait c'était plus pas. Mmh. facile de dire stop. Et en plus, dès que, enfin, quand t'as une personnalité un peu anxieuse ou quoi, tu vois, par exemple, je sais que ses proches lui ont dit: «Bon, bah, ça te détend, donc il y a pas de problème». Et en fait, bah, en fait, ce que je trouve important en tant que prof de yoga, c'est de garder cette distance parce qu'effectivement, il y a des choses qui détendent, mais jamais, jamais le professeur doit prendre un ascendant ou doit, enfin, parfois, en particulier sur le vocabulaire des réseaux sociaux, on parle d'être des guides, et même moi, ça m'arrive de dire donc je vous guide de cette manière, mais parce que je Mmh. parle d'une guidance physique. Mais en fait, ça peut ne pas l'être. Et d'ailleurs, moi, c'est mon positionnement, mais il y a des profs qui font un travail de guidance énergétique ou de guidance spirituelle qui est tout à fait dans la bienveillance et de manière douce. Mais, mais à l'époque, mon émotion, c'est que, enfin, Tu clairement, c'était sentais un tu avais truc pas le avec choix. des sectaires. Mmh. Non, mais c'est que c'était un truc avec des dérives sectaires et le choix, je l'ai eu parce qu'en fait, moi, j'ai dit que c'était Oui. fini et j'ai rapidement mis Léo là parce qu'aussi, il y avait pas d'impact. C'est pas des gens qui étaient dans ma vie depuis 1 an, Mmh. heu comme ça pouvait être le cas pour d'autres participants. Mais en fait, je trouvais que à Paris, il y avait beaucoup de gens stressés et en fait, tu prends n'importe quelle personne stressée et tu la fais respirer genre quelques instants et forcément, elle va se sentir mieux. Et donc du coup, l'association entre «je me sens mieux, donc c'est ce yoga-là», elle se fait très, très vite. Et du coup, moi, alors je pense qu'on évolue, au fil des semaines avec son des mois, voire des années, avec son enseignement, mais c'est vrai que j'accorde un point d'honneur, c'est quand même toujours le cas, mais à vraiment, peut-être même trop insister avec mes élèves sur le fait que, c'est eux qui créent tout, en fait. Ce Mmh. bien-être, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous et il se trouve que quand on est prof, on a eu la chance, de partager avec d'autres profs lors de cours ou de manière plus intensive lors de formations, autour d'outils et autour de méthodes pour que finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on avait étudié un peu la mécanique de ce qui peut se passer pour créer des pans de calme, de sérénité, de bien-être. Et donc ça donne des clés en plus, mais c'est toujours l'élève qui fait sa cuisine à l'intérieur de ça et qui doit garder le contrôle, quoi. Bah, déjà, c'est lui qui choisit de venir ou non. Donc, c'est déjà lui qui fait cette démarche de se dire: «OK, je vais prendre du temps pour moi, pour me faire du bien», comme tu dis, octroyer 1 heure dans mon agenda, voire 2, voire 3 si j'ai plus le temps. C'est Mmh. lui qui fait cette démarche de s'inscrire. Donc déjà, c'est qu'il a, en lui cette démarche de se dire: «OK, je vais prendre du temps pour moi».
déjà. Mmh. Donc il est dans des bonnes, conditions, on va dire, pour venir, accueillir tout ce que va lui offrir le cours, donc c'est génial, ouais. Mmh. Mmh. Je comprends ce que tu veux dire et Mmh. comment ça s'est passé par la suite après cette, expérience un peu, bizarre? Qu'est-ce Alors du coup, que tu bah, as pendant souhaité 6 faire? ouais, bah, pendant 6 mois, j'ai pas fait de yoga, hein. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Heu et puis, quand même, les cours me manquaient. Donc là, c'était très clair pour moi que, j'allais que en studio. Donc voilà, il me fallait un studio avec du parquet, des trucs jolis, des gens sympas. Donc je suis retournée chez Home et donc j'ai repris les cours de Benoît, évidemment. Et je me souviens que pour le coup, j'étais assez peu tolérante à tout ce qui pouvait sortir de ce que je pratiquais dans le yoga et de ce que j'avais cru comprendre qui me convenait dans le yoga. Donc c'est vrai que je me souviens même d'une fois d'avoir dit à la personne qui gérait le studio, de lui avoir dit non, non, les trucs chelous, moi, je n'y vais pas. Et en fait, c'est hyper. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferais plus du tout parce que, parce que je trouve que c'est hyper irrespectueux et que en fait, enfin, quel que soit notre style de yoga, ce qu'on porte comme message, il y a quand même toujours un message et c'est ce message qu'il faut respecter. Après, l'élève, comme tu dis, il fait le choix d'y aller ou de pas y aller, mais si le message il est là et qu'il y a des gens pour le suivre, enfin, c'est ça qui est joli dans le yoga aussi, qui est à la fois, je pense, difficile parce que du coup, on voit qu'il y a des unités qui se cherchent. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de c'est quoi la meilleure formation, c'est quoi le meilleur truc, c'est quoi machin. Euh, et en fait, donc on sent que ça fait partie des questionnements et je pense que c'est humain, mais en même temps, il y a peut-être pas de meilleur, quoi. Il y a peut-être des yogas qui conviennent plus à certains moments de la vie, voire même de l'année. Moi, je vois là, par exemple, avec mes cours de yin, typiquement, c'était très bien pendant le confinement. Je vois bien que là, avec le soleil, avec l'énergie de l'été, le yin, bah, je trouve que c'est plus compliqué. Alors, je sais pas si je suis la seule à le ressentir comme ça, et dans tout yang, il y a du yin, donc ça devrait peut-être même pas être pas le cas, mais mon ressenti, c'est que la richesse et la diversité du yoga fait que faut vraiment se sentir libre d'aller piocher ce dont on a besoin au moment où ça se présente, quoi, et sans aucun jugement. Enfin, quand ça va être l'été et qu'on a envie d'aller à la plage et donc de faire du hit yoga pendant 2 semaines, et ben en fait, fine. C'est peut-être pas le plus spirituel ou le plus machin ou le plus. Mais en fait, c'est peut-être bien aussi. Et en fait, on a des muscles qui sont faits pour fonctionner et ça fait partie de nos préoccupations actuelles que d'avoir un corps qui fonctionne d'une certaine manière et tout ça. Donc, euh, donc du coup, j'ai repris le yoga doucement au début. Et puis j'ai petit à petit cette espèce de mur que j'avais mis sur le rejet absolu de tout dogme est tombé parce que en discutant avec d'autres profs, en prenant les expériences aussi peut-être un peu plus comme elles venaient, je pense que on a enfin, je pense que j'ai un truc avec quand même le fait d'avoir une sensation de contrôle parce que plus j'avance dans le temps et plus je me dis que du contrôle, on contrôle jamais que ce qu'on décide de faire à un instant T, mais en fait, il y a plein de choses qui dépendent pas de la volonté. C'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie d'avoir de la volonté, mais c'est pas ça qui permet de tout, de tout poser ou de tout orchestrer. Et en fait, finalement, probablement tant mieux, parce que sinon on s'ennuierait sans doute. Oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai un peu lâché prise sur je veux pas de dogme, machin, etc. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui étaient chouettes. Enfin, il y a des pratiques que je connais par ailleurs très peu, mais par ailleurs, je pense pas, par exemple, je pense pas que j'enseignerais demain des cercles de femmes, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Toute la dynamique qu'il y a autour du féminisme, de la sororité, je pense qu'il peut s'y passer des choses incroyables à l'intérieur de ces cercles parce que c'est des espaces encore différents et dédiés et qu'il n'y en a pas tant que ça finalement des espaces dédiés genre pour que les femmes se retrouvent. Donc voilà, donc je crois que mon chemin s'est refait petit à petit.
Mmh. Et ça restait un moyen pour moi d'évacuer le stress, d'avoir cette parenthèse. Et puis j'ai continué ma vie professionnelle évidemment pendant tout ce temps-là. Et puis à un moment dans ma vie professionnelle, je me suis dit, donc j'ai changé de cabinet, j'ai arrêté mon cabinet où je bossais jour, nuit, week-end pour prendre un cabinet où je bossais pas la nuit, ni le week-end. Mais en fait, bah, pour moi, ça n'allait toujours pas. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai fait la synthèse de où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Et où j'en étais dans ma vie à ce moment-là, c'est que finalement, je trouvais que je bossais trop. Donc après, la quantité de travail, ça dépend encore une fois de chacun, de ce que tu fais. Donc c'est vraiment quelque chose de subjectif. Euh, et puis, je voyais que je commençais, enfin, que si je restais là, je me mettrais dans quelque chose qui, moi, ne me parle pas du tout. C'est cet état d'esprit où tu bosses parce qu'il faut le faire et t'attends avec impatience les vacances, quoi. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vacances pour être dans cet état d'esprit-là. Sur la... Enfin, voilà, je trouve que, étant donné qu'il n'y a que 5 semaines, ça me déprimait avant de le vivre, de me dire que j'attendais avec impatience les vacances. Et quand je partais en vacances, je voyageais et j'ai une manière de voyager qui est un peu au long cours. J'aime bien faire des voyages sac à dos et j'aime bien passer du temps là où je suis. Parce que je trouve qu'en une semaine, on comprend rien. Et en fait, en vrai, je trouve aussi qu'en 6 semaines, on comprend rien, mais on comprend peut-être un peu plus de choses quand c'est dans un pays qu'on connaît pas en 6 semaines qu'en une semaine, où on voit plus de choses. Et donc, quand je me suis rendu compte, voilà, que le boulot, là, je trouvais plus la solution, je me suis dit, bon, bah, je vais partir voyager. Bon, je savais pas où, je savais pas trop comment. Euh, et quand tu décides de partir voyager, donc en général, c'est les questions que tu te poses. Tu te dis, bon, bah, combien de temps ça va durer? Où je vais aller? Combien ça va me coûter? Comment je fais pour avoir l'argent? En général, sauf cas exceptionnel, il y a quand même un moment où tu te retrouves à soit prendre tes économies et décider de les consommer pour ça, soit essayer de créer des économies quelque part. Et moi, j'avais une espèce d'angoisse de non, mais attends, en fait, si je suis dans un pays et que j'ai besoin d'argent tout de suite, à la base, je suis fiscaliste, je me disais, donc je ne peux pas être fiscaliste et gagner de l'argent tout de suite, donc il faut que j'ai une autre compétence. Donc à ce moment-là de ma vie, c'était hyper clair dans mon cerveau que n'importe où dans le monde, si tu étais prof de yoga et que tu avais besoin d'argent tout de suite, c'était possible de gagner de l'argent. Faux. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Euh, N'importe quelle activité, ça demande des compétences, de l'expérience, du travail. En plus, enfin, aujourd'hui, je pense qu'être prof de yoga, et je sais que tu en as parlé sur des précédents podcasts, c'est c'est être entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est quand même avoir cet aspect couteau suisse où enfin, moi, je vois la com. Le premier studio que j'ai postulé, au-delà du fait que j'avais pas d'expérience, j'ai pas eu le poste parce que j'avais pas de followers. Et du coup, j'ai très bien compris que le problème, c'était que personne irait à mes cours parce que j'avais pas de followers. Et d'ailleurs, j'avais pas de followers parce que j'avais pas de compte Instagram professionnel et que j'allais à peine sur Facebook. Et en fait, j'ai fait une espèce de fixette sur ce truc tellement j'ai été vexée comme un pou parce que je trouvais ça débile. Mais en même temps, c'est pas totalement débile parce qu'effectivement, il y a une visibilité. C'est comme une carte de visite, les réseaux sociaux. Alors, c'est possible. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent, mais non, c'est possible de te faire ta clientèle sans utiliser les réseaux, etc. Et je pense que c'est vrai. Euh, mais que ça a aussi des avantages d'utiliser les réseaux parce que ça permet comme on est des entrepreneurs entre guillemets comme les autres et qu'un entrepreneur est souvent seul, je trouve que les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, il y a ce fait de réseau et c'est quand même un gros atout quand même quand on sort de l'aspect compétition-concurrence et qu'on y ramène justement de la bienveillance et de la sororité, c'est quand même un atout d'être en lien avec des personnes, avec des filles ou des hommes d'ailleurs, mais il y a plus de femmes, mais des personnes qui vivent la même chose, qui se posent les mêmes questions. Enfin, je pense que là, pendant le confinement, ça transparaît d'ailleurs pas forcément sur les réseaux parce que effectivement, on n'allait pas tout d'un coup rendre la sphère yoga qui est censée envoyer des étoiles et des trucs qui pétillent dans tous les sens. On n'allait pas leur dire donc en fait là c'est la loose, on est perdu.
Mais Mais c'est ça a des été le cas quand même un petit peu. Ça a été le cas quand même un petit peu de certaines profs qui ont osé s'exprimer justement sur leur situation, sur le fait que, bah, ouais, les cours, ils s'arrêtent donc comment on va faire pour gagner de l'argent clairement? Comment je vais faire pour, quand j'habite à Paris et que je paye 1 600 € de loyer et que je suis seule? Heu, bah, juste payer mon loyer en fait. Enfin voilà, c'est hyper important comme question et je pense que tout le monde se l'est posé et que ça a été quand même assez bien compris. Et après, il y a cette phase de déconfinement où tout le monde a envie de ressortir, comme tu me disais, tout à l'heure avant d'enregistrer, où du coup, les cours virtuels, sont un petit peu problématiques, parce que, bah, les gens, se démotivent un peu plus facilement ou s'inscrivent vraiment à la dernière minute. Enfin, c'est un petit peu compliqué, et je pense qu'on va avoir des phases comme ça où tout le monde va reprendre, une routine, puis la perdre, puis reprendre une nouvelle, à chaque fois que les phases vont changer. C'est ce que tu me disais aussi? bah et puis c'est vrai que enfin, du coup, je serais curieuse de savoir où on en est en octobre, mais c'est vrai que c'était quand même assez inédit de vivre ce truc où, pendant 3 mois, ça s'arrête. Alors, c'est marrant, je pense qu'il y a effectivement un temps d'entrée parce que quand je lisais, un petit peu genre des articles, sur la société, sur le télétravail et cetera, au début ça disait, «Oh là là, donc les boîtes vont être obligées de se mettre au télétravail, ça va révolutionner machin» et puis ensuite les articles disaient: «Ouais, alors le télétravail ça suppose quand même, un management spécifique, il faut peut-être faire attention à sa posture». En fait, peut-être qu'on n'est pas équipé pour le télétravail tellement culturellement c'est pas dans nos habitudes et d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est sûr que 3 mois, ça suffisait pas et que ça a créé aussi du surstress. Enfin, sans doute pas pour tout le monde et j'espère que des gens l'ont bien vécu. Mais j'ai eu aussi énormément de retours de, comme on est souvent managé par des gens qui sont des générations au-dessus de nous et qui ont du coup, une histoire et une culture qui est différente de la nôtre, heu, bah, ouais, il y a quand même pas mal de boss où pour eux, si t'es chez toi, c'est que c'est un peu la teuf et qu'ils conçoivent pas forcément que le professionnalisme fasse que bah, en fait non, qu'il y a un instinct professionnel et que les gens en général font leur boulot parce que, on n'est souvent pas là par hasard. C'est quand même rare d'être, quelque part, complètement par hasard et en fait, ça donne un truc hyper injuste parce qu'à la fois, moi je le vois de ma sphère de prof de yoga où j'avais des élèves qui me disaient: «Bah, en fait, c'est assez stressant parce que je trouve plus l'espace pour moi-même dans ma journée parce que je fais que bosser» et en même temps, double effet qui se coule, tu as ton boss qui te dit: «Eh, enfin, la fête, il serait temps que ça s'arrête, quoi». Donc il y a une espèce de sentiment d'injustice qui est quand même, un peu rude et du coup, on passe de ça et je pense que, bon an, mal an, comme il fallait le faire, tout le monde a trouvé donc une routine, a réussi à retrouver un équilibre, machin. Moi, j'ai des potes à qui on a dit, donc le télétravail, c'est jusqu'en septembre. Et puis, pouf, ça rechange. On te dit, ah bah non, finalement, juin, allez, il faut que ça reparte, il faut qu'il y ait le tourisme, tout ça. Donc, en fait, le télétravail, finalement, ça s'arrête là, genre maintenant. Donc, et je pense que même si on peut pas tout contrôler, je crois pas que ce soit un hasard si les sujets d'organisation, de gestion du temps et de contrôle soient si prégnants dans notre société. Et je pense que le cerveau a quand même besoin de cette sécurité pour fonctionner. On fait des projets. Sinon, on serait, je sais pas, des ratons laveurs. Enfin, peut-être les ratons laveurs font des projets, mais on ne sait pas. Mais voilà, l'être humain fait des projets et se projette. Et donc là, c'est vrai qu'on peut pas. Donc en tout cas, ça booste nos capacités d'adaptation, c'est sûr, mais c'est vrai enfin, je pense que c'est difficile de dire où on en sera et même comment on pratiquera le yoga en octobre, Mmh. parce que d'ici là, finalement, je crois qu'il y a une espèce d'aspiration à revenir à l'état antérieur, mais en même temps, on veut tous un peu rattraper ces 3 mois qui ont été hors du temps, donc il y a peut-être pas un surinvestissement, mais moi, je vois là où je fais mes retraites en juillet, par exemple, le gérant de l'hôtel me disait, c'est fou, les gens boivent beaucoup plus, proportion gardée, que d'habitude. C'est-à-dire que Mmh. d'habitude, c'est genre un petit hôtel calme, les gens ils viennent pour se détendre, ils vont à la piscine, ils reviennent comme ça. Et là, ça criait, ça boit beaucoup. Donc voilà, bon, il y a des choses qui se Ouais. passent. Euh, je sais plus quelle était ta question, c'est horrible, je suis désolée. J'ai tendance à Non, blablater. mais on a parlé de plein de choses et au départ, on parlait des réseaux sociaux
pour arriver au fait que, quand tu étais, au tout début prof de yoga, tu avais lancé, tes réseaux sociaux alors qu'en vrai de base tu t'en foutais et donc tu parlais de l'importance quand même des réseaux sociaux. Mais avant ça, on n'a pas l'histoire de comment tu t'es dit: «OK, là, il faut que j'arrête mon job et que je me forme au yoga». Parce que ça, c'est la partie de l'histoire que j'ai pas. J'ai le avant, j'ai le après, mais j'ai pas le Alors donc du coup, je vais reprendre où j'avais laissé. Donc du coup, ouais, donc je me suis dit, en fait, je vais partir voyager et donc à la base, j'avais pas vraiment prévu d'être prof de yoga. J'avais prévu d'avoir une compétence de secours. Et puis, donc du coup, j'ai cherché une formation qui me permette. Alors, j'avais pas très envie de partir faire une formation intensive en Inde. D'abord parce que je suis jamais allée en Inde et que c'est plutôt un pays qui me fait un peu peur a priori, alors que, enfin, je sais que il y a plein de retours très positifs et que c'est génial et que c'est incroyable, etc. Mais et je pense que c'est aussi encore une fois des questions de moment de vie, c'est-à-dire qu'à ce moment de ma vie, j'étais quand même plutôt fatiguée et du coup, je me voyais pas être confrontée à un au pays. décalage horaire, à quelque chose que tu connaissais pas du tout, une culture différente. Mmh. Donc, et puis je crois que j'étais pas non plus complètement prête à me dire que pendant un mois, j'allais faire du yoga de 6 heures du matin à 20 heures le soir, en fait. Mmh. Enfin, je pense que ouais. Donc du coup, donc je cherchais un truc, je cherchais une formation qui soit sérieuse. Après, on a tous des références de sérieux, mais je voulais que ce soit reconnu. Bon, je sais pas, pour ceux et celles qui savent, les formations de yoga, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est, enfin, moi, je trouve ça difficile. Il y a des standards Yoga Alliance, mais c'est quand même, je crois que c'est quand même la personnalité du professeur qui nous forme qu'on vient chercher avant tout. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de ranking comme on peut avoir quand on est à l'université, ou en tout cas comme ce à quoi moi j'étais habituée en tant que personne. Bah, Et surtout qu'en France, c'est pas encore vraiment normé. Le Yoga Alliance, c'est reconnu aux États-Unis, enfin dans d'autres pays, mais c'est pas reconnu, en tant que formation comme, un master de droit, reconnu en tant que tel par l'État. Donc du coup, c'était quand même, plus compliqué et je t'avoue que tu dis, venir en fonction de la personnalité du professeur. Moi, personnellement, je connaissais pas du tout ma professeure quand j'ai postulé à ma formation. Je l'ai connue parce qu'on a fait un cours d'essai et donc là, j'ai compris que c'était ce que je voulais, mais c'était, tu vois, un, mmh, de base, je m'étais renseignée parce que comme toi, je pouvais pas faire, une formation intensive en Inde, je pouvais pas partir loin et cetera. Donc c'était plutôt l'aspect technique, horaire encore qui m'avait plu de base. Puis ensuite, je me suis renseignée sur le contenu et ensuite j'ai rencontré la prof, tu vois? Les démarches étaient vraiment différentes, je pense, pour chaque personne qui décide de faire une formation de yoga, c'est vraiment différent et après coup, je me dis: «Mais waouh!» C'est vrai que j'ai eu cette chance de tomber sur une prof qui m'a formée, qui était génialissime, mais il y en a des milliards d'autres comme tu dis, je suppose que toutes les autres formations de yoga, si elles existent, c'est que les profs, ont leur plus-value à donner, dedans, quoi. mmh, ouais, et donc du coup, et quand on est un peu newbie, c'est difficile de s'y retrouver. Et puis, enfin, c'est fou, ça change vite, hein. Alors, je sais pas si c'est une idée de ma part, mais peut-être parce que finalement, j'avais pas 10 ans de yoga derrière moi, quand j'ai décidé de me former. Ça faisait finalement moins de 2 ans que je pratiquais vraiment régulièrement, avec une pause de 6 mois au milieu. Donc, en D'accord. fait, j'étais pas, je ressentais pas une légitimité à toute épreuve, mais en même temps, je savais quand même ce que je voulais. Enfin, je savais ce que je voulais pas. Donc, par exemple, le hatha yoga, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais à l'époque, non. Enfin, voilà. Moi, je voulais du vinyasa, je voulais qu'il y ait quelque chose sur le mouvement, Mmh. je voulais que ce soit fluide, que ce soit un espace de liberté. Euh, et donc, il n'y avait pas tant de formation que ça non plus en vinyasa. Donc voilà. Et donc bref, et donc j'ai fait un cours avec Tatiana, j'ai fait un cours avec Tatiana avant de décider de prendre la formation, ou peut-être deux. Euh, et c'est vrai enfin, je trouve que pareil, il se passe vraiment quelque chose dans ces cours. Il y a encore une fois, il y a de la justesse, de la précision, et en même temps du fun. C'est sérieux, mais en même temps avec beaucoup de douceur. Enfin bon. Du coup, ça m'a beaucoup parlé et j'avais pas fait de cours avec Gemma d'ailleurs.
quand je me suis inscrite. Et donc, j'ai fait cette formation au départ en me disant, bon, bah, en même temps, ça va pas me faire de mal, ça fera une compétence, et puis on verra. Et puis il y avait aussi en arrière-plan, il y avait une blague qui traînait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat, ça n'a pas pris très longtemps avant que je me rende compte que mes collègues, quand ils partaient en vacances, ils étaient malades en général une semaine après les vacances. C'est le corps qui décompresse, hein, donc il n'y a pas de secret. Euh, et je me souviens très bien, même stagiaire, donc j'avais pas encore prêté serment, de faire le lien entre le fait que finalement j'avais des associés ou des collègues de travail qui partaient faire des vacances à 5000 balles la semaine, ce qui me semblait mais juste incroyable, dans des lieux tout à fait incroyables. Et je me souviens m'être dit, il vaut peut-être mieux être la personne qui tient le lieu incroyable que celle qui a besoin d'y aller une semaine par an. Et donc, et je sais pas, de fil en aiguille, quand vraiment j'en avais marre de mes nocturnes, ça m'arrivait de dire à mes potes ou aux gens, bah, de toute façon, moi, si ça va pas, je vais devenir chercheuse de thé et puis je vais faire du yoga. Donc j'avais cette idée de partir et de faire du yoga, mais c'était pas très sérieux. Et en fait, c'est devenu sérieux quand j'ai commencé à enseigner. Pas vraiment avant, parce que quand je me suis inscrite, c'était vraiment dans l'idée, bon, c'est au cas où. Et puis, bon, après, j'aime pas trop partir dans c'était transformatoire, machin, parce que je pense que ce qui est transformatoire, c'est le chemin de vie de chacun et les choses qu'on vit y contribuent. Mais voilà, moi, parfois, je dis à mes élèves, je propose des cours de yoga qui, je pense, ont ça et ça d'intéressant, mais par contre, ça fait toujours pas le café, quoi. Enfin, il y a un truc où... Et donc, je pense que les formations de yoga, c'est pareil, c'est-à-dire que déjà, je crois qu'on y va quand on est prêt à faire un travail sur soi quand même, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. On peut choisir de ne pas le faire, mais c'est quand même un peu drainant. Et c'est pour ça que c'est enrichissant. D'ailleurs, sans doute, on rencontre des gens qui sont différents de nous, c'est des partages d'expériences incroyables sur un temps finalement très bref, avec une intensité physique qui fait aussi que, comme il y a l'intelligence du corps qui joue sur ça, il y a des choses qui se débloquent. Et en fait, je crois que finalement, ce qui s'est passé pendant cette formation, c'est que mon envie de partir, qui était hyper présente au moment où je me suis inscrite, même si je savais pas où, bah, elle était plus tant présente que ça après. Donc en fait, je suis pas partie. Alors j'ai vaguement tenté un truc progressif. En gros, la formation c'était de janvier à juin et on était diplômés en septembre, je crois, parce que tu sais, il y a des assignments à faire dans l'intervalle. Euh, et j'avais tenté un truc progressif, j'avais pris un poste en entreprise en me disant je vais donner des cours de yoga le matin et le soir et le week-end, n'importe quoi, parce qu'en fait je faisais en entreprise des horaires de cabinet, donc c'était pas du tout possible de m'engager sur des cours, donc du coup ça m'embêtait pas mal. Donc j'ai vu que ça fonctionnait pas, je suis partie en vacances à Cap-Breton, donc dans les Landes. Et là, bah, j'ai eu un espèce de coup de cœur pour cet endroit, ce qui est quelque chose qui m'arrive pas vraiment. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé. J'ai grandi en région parisienne, donc longtemps quand on me demandait, on me dit alors t'as grandi où? Je dis ah bah voilà à côté de Melun, donc il y a du Brie et puis une culture wesh à la rigueur, mais c'est pas totalement vrai. Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent. Il y a plein de coins très beaux là où j'ai grandi. Et c'est très intéressant sociologiquement parce que la dynamique des villes nouvelles, je pense, apporte énormément de choses. Et il y a aussi Bois-le-Roi, Fontainebleau, machin, si on aime quand c'est bien taillé, tout ça. Et donc, c'est pas complètement vrai, mais voilà, ma vision de jeune adulte, c'était, ouais, bon, aucun attachement. Et donc c'est bizarre de se sentir attaché comme ça à un endroit en particulier. Donc, ça a commencé à germer dans mon cerveau que, bon, de toute façon, je resterai pas à Paris. Et encore une fois, pour plein de raisons personnelles, mais la principale, je pense que c'est j'ai vraiment besoin de nature et pour moi, un parc parisien, c'est pas de la nature parce que j'ai grandi finalement au-delà des Wesh et du Brie dans une maison avec jardin et des forêts autour. Donc du coup, euh, du coup, à côté, même le bois de Vincennes, ça fait un peu artificiel, même si on aime bien.
Et bah, ça s'est mis en place progressivement. En fait, je suis revenue de vacances. J'avais à cœur, quand j'étais avocat, j'avais pas le temps de m'investir pour la Fondation des femmes, qui est c'est, enfin maintenant c'est connu, mais à l'époque ça l'était moins. Mais en fait, la Fondation des femmes a pour objet de récolter des fonds qu'elle répartit ensuite auprès d'associations sur plusieurs piliers, donc notamment les violences contre les femmes, mais pas que. En fait, il y a aussi l'éducation, la mixité professionnelle et donc le droit à la santé, l'accès aux droits tout simplement. Et ils apportent aussi un soutien juridique parce qu'effectivement, dans le tissu associatif, souvent les associations de proximité en tout cas, bah déjà il y a tellement de choses à faire qu'entre la mission que tu t'es donnée en tant qu'asso et gérer tout l'administratif, tu es souvent déjà débordé. Donc quand il s'agit en plus de chercher des fonds et que tu n'as pas été formé pour le faire, aujourd'hui ça devient très compliqué. Et quand tu as un problème juridique, je te raconte pas. Et donc du coup, ça me tenait à cœur et c'est donc quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais pas pu faire par manque de temps. Et du coup, là que j'avais du temps, je me suis dit, bon, bah, ok. Donc, en fait, mon premier truc, ça va être d'organiser quelque chose pour ramener de l'argent à cette fondation parce que ça a vraiment du sens. En plus, leur, enfin, je trouvais que la communication était vraiment pertinente sur le fait qu'il fallait éduquer les garçons, euh, que bah ouais, que le monde, en fait, un monde inclusif, ça se construit avec tout le monde. Et donc c'est pas les femmes contre quelqu'un, mais et c'est surtout en sous-jacent, ça commence des petits, ça commence dans des choses qu'on ne voit pas, quoi, dans l'accès au droit, à la santé, tout ça. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'être suivie par la fondation, par Lolé qui a prêté les tapis, enfin qui nous a prêté une partie des tapis et fait un prix pour l'autre partie, par Alix qui a accepté de participer avec nous sur son planning déjà chargé et Laure Sarah qui est une copine de promo et qui est absolument incroyable quand elle enseigne. Donc enfin voilà, j'étais très contente d'avoir ces deux douceurs autour de moi pour ce projet. Et donc on l'a fait, donc c'était cool. C'était la plongée dans justement la communication. Je n'ai jamais évidemment fait de communication. Ma principale communication s'était résumée à faire un CV. Voilà. Et éventuellement un événement Facebook pour mon anniversaire, mais voilà. Donc là, il avait fallu faire un événement Facebook pour autre chose. Et j'ai le souvenir d'un truc où finalement, bon, l'événement s'est bien passé. On a eu je crois 70 personnes qui sont venues, ce qui était quand même beaucoup pour un premier événement organisé par quelqu'un que personne ne connaît. Et c'était rigolo parce que c'était pas. Enfin, quand on est arrivé, il y a des nanas qui sont arrivées qui nous ont dit bah oui, mais nous, on installe la fontaine. Et en fait, leur fontaine, c'était un truc un peu artistique. Donc, il y a eu une piscine qui a été installée en plein milieu de l'endroit où on devait faire le cours de yoga. Et il a fallu faire avec ça. Et donc c'était drôle. Et, euh, et de ça, bon, j'avais toujours pas envie finalement de partir à l'étranger. J'avais déjà le projet de partir dans le sud-ouest, mais je savais pas exactement comment. Et j'ai commencé à avoir des premières propositions pour bosser en entreprise. Donc du coup, j'ai dit oui, genre comme ça pour voir. Et en fait, je pense que ça nous fait un peu toute la même chose. C'est-à-dire que plus t'enseignes et plus c'est cool, quoi. Enfin, je sais pas enfin, je pense que ça nous fait toute la même chose parce que quand Oui. tu fais quelque chose et que ça devient cool, t'arrêtes. Euh, mais il y a quelque chose de ce passage où finalement, quand tu prends possession de ce rôle de prof, c'est que du bonheur parce que tu as l'aspect créativité, parce que mine de rien, quand tu démarres, oui, c'est vrai que c'est plus dur, que t'es pas une rockstar, donc t'as pas des contrats publicitaires pour t'aider à payer ton loyer, machin, etc. Mais tu as des petits groupes, donc du coup, comme tu as des petits groupes, tu donnes des cours qui sont hyper individualisés, et moi je trouve ça génial parce que quand tu as un focus sur le corps, bah, comme chaque corps est différent, c'est mieux si t'as pas 100 personnes en face de toi. Ça veut pas dire que Tu tu fais pas des peux choses avec 100 personnes.
mais tu fais pas les mêmes choses en tout cas. Tu peux mieux personnaliser, adapter et donc du coup, surtout si c'est des débutants, pour toi, c'est mieux aussi enfin, tu es moins frustré à la fin de ton cours de te dire: «Bon, bah, c'est bon, j'ai écouté tout le monde, là, les 70 personnes, tu leur fais le cours, tu leur donnes le cours, mais tu vas pas aller les corriger». Donc c'est vraiment différent comme exercice, comme cours et cetera, ouais, c'est sûr. Mmh. Et donc du coup, de fil en aiguille, donc l'événement a eu lieu en octobre. J'ai commencé vraiment à enseigner en entreprise en novembre. Après, en décembre, je me suis dit: «Oui, mais alors j'ai pas beaucoup de cours». Là, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment postulé, donc bon, souvent il y a un lien. Quand tu fais rien, il se passe rien. Voilà, mais parfois j'ai besoin d'avoir des reminders personnels. Et donc du coup, je me suis dit que le meilleur moment pour postuler, c'était avant les vacances de Noël, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi pas? Donc, le fait est que j'ai envoyé mon CV à tous les studios de Paris, parce qu'évidemment, on m'a bien expliqué que c'était mieux pour avoir des cours de d'abord aller dans le studio et puis de prendre des cours et puis de se présenter gentiment, etc. Mais je trouvais que j'avais pas le temps de faire ça. Donc, j'ai fait différemment. J'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé, c'était pas du tout garanti. Euh, et puis, une fois que j'ai eu un planning qui, pour moi, ressemblait à un planning temps plein, euh, qui avait, je sais plus combien, je devais avoir entre 10 et 12 créneaux fixes et des remplacements. Donc du coup, C'est pas c'était mal. cool. Et, euh, et du coup, c'était chouette. Et puis, c'était formateur aussi parce que j'ai bossé avec Olibi et que comme elles ont des cours qui sont différents, c'est intéressant aussi pour la créativité. Et puis, tu vois différents types de salles. Donc ça, c'était super. Et puis, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, soit je reste ici et je rationalise mon planning. Donc, ce que j'appelais rationaliser dans mon cerveau, c'était je supprime les cours qui sont à 1h30 de chez moi parce qu'en fait, ça n'a pas trop de sens de passer 3 heures dans les transports pour donner 1h30 de cours, n'est-ce pas? Et puis, je supprime les cours. Alors moi, j'acceptais pas trop en dessous de 50 euros de l'heure. Le moins cher que j'étais payé, c'était 45 euros de l'heure, mais c'est quand même fréquent qu'on propose du 35 euros de l'heure, voire À moins. Paris, ouais. Donc du coup, voilà, l'idée c'était tout simplement de rationaliser. Et puis il y a des trucs où je m'étais foirée aussi. Genre j'avais donné des cours en cabinet d'avocat et puis comme j'avais voulu être sympa et que je comptais qu'il y aurait 7 élèves, j'avais dit c'est 9 euros le cours et puis en fait de manière récurrente elles étaient plutôt 3. Donc du coup la rentabilité baissait. Donc voilà, donc il Mmh. y avait tout ça et je me suis dit soit je rationalise ça, soit je m'en vais. Et donc, j'ai pris la décision de me donner 3 mois pour déménager. Et ce qui fait que finalement, j'ai quitté Paris fin juillet, voilà, 2009? 2019, ouais. Ouais. Et 2019, oui. j'ai fait la traversée des Pyrénées, euh, ce qui a priori n'a rien à voir avec le yoga. Mais en fait, je me suis rendu compte que en marchant, j'ai donc j'ai pas fait d'asana, mais je crois que j'ai fait beaucoup de yoga parce que j'ai beaucoup mouliné mon parcours, ce que je voulais enseigner, parce que je trouve aussi que forcément quand on enseigne, on donne quelque chose de nous sur le tapis, mais que si l'objectif c'est que la personne trouve son espace, il faut pas que ce soit que à propos de nous le cours, sinon ça n'a pas trop de sens. Euh, donc du coup voilà, donc c'était trop cool de marcher toute la journée. Enfin, je trouve que ça enseigne beaucoup sur De lâcher l'acceptation, prise? je sais pas, parce que t'as pas grand-chose à accepter quand tu marches, hein. Enfin, tu mets un pied devant l'autre, mais en tout cas, tu lâches prise. Mmh. Il y a aussi, tu prends vraiment conscience des choses. Bah, t'es dans la nature toute la journée, donc t'as aussi une conscience qui est accrue à ce qui se passe autour de toi, au fait que les Ça choses t'a ça t'a fait un reminder sur ce que tu voulais vraiment, de te dire, comme tu t'étais déjà posé la question sûrement, bah, pourquoi Paris? Bon, je préfère quand même largement la nature, enfin je sais pas. ça, je savais que non, ça, je savais que Paris, j'y retournerais a priori pas. Ouais, Sauf si la seule possibilité que je retourne à Paris, ça aurait été en fait de retourner en banlieue parce que quand même mes amis me manquaient. Donc, il y OK. avait quand même ce truc. Et effectivement, c'était un truc nouveau, mais c'est pas pour ça que je suis partie, mais c'est un truc dont j'ai pris conscience en marchant, c'est que
on a quand même tous besoin d'un socle, même quand on est... Et bah, tu viens de déménager, donc je sais pas si tu le vis pareil, mais ouais, en fait, je savais que mes amis étaient précieux, mais j'avais le sentiment, je pense, comme en plus, entre les boulots étudiants, le droit, et quand tu fais du droit, tout le monde ne devient pas avocat, il y a quand même des microcosmes qui se créent, et je pense que la vie professionnelle fait ça, fait que, et en particulier à Paris, il y a plein de microcosmes qui se créent, et puis ensuite le yoga. Et du coup, c'était des gens très différents, et j'avais l'impression qu'on serait, entre guillemets, toujours connectés pareil, parce que finalement, j'ai pas de groupe de 10 potes que je vois toutes les semaines. Donc j'imaginais que je ressentirais pas ce manque, et en fait, si quand même. Enfin, il y a donc ça ouais, je me disais si je remonte c'est parce que quand même mes potes me manquent trop et que c'est quand même un point d'ancrage, mais c'était pas Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Tu as décidé, après ce périple, cette traversée, tu as décidé de t'installer autre part? Des alors en fait c'était Ouais, déjà le plan c'était déjà je fais la traversée des Pyrénées et après je m'installe dans le sud-ouest. ok. C'était déjà l'objectif. Alors bon, après voilà, on se raconte les histoires qu'on veut, hein. Moi, je me disais, non mais parce que comme ça, je pars d'Andaï et puis je vais rencontrer des vrais Basques, parce que je vais marcher dans tout le Pays Basque. Bon, la réalité c'est que la traversée des Pyrénées, c'est le GR10, que ça reste quelque chose de touristique et que du coup tu rencontres des vrais Basques qui sont là parce que t'es un touriste. Donc bon, et puis en plus tu marches et tu dois marcher tous les jours. Donc ça reste des rencontres incroyables, mais évidemment que j'ai pas compris tout le Pays Basque parce que j'ai fait la traversée des Pyrénées. Mais c'est Donc c'était intéressant. déjà prévu, en y allant, de t'installer là-bas, après? C'était déjà prévu, mais je savais pas où. Donc je me D'accord. disais, en fait, j'étais pas encore complètement au clair. Je me disais, bon, je vais le faire. Et après, je vais voir où j'ai envie de m'installer. Donc déjà, je me disais ça. Et éventuellement, il y avait quand même un truc où je me disais oui, mais alors parce que j'ai toujours envie de voyager, peut-être que ça va être là le moment parce que j'ai pas d'obligation professionnelle et machin, etc. Et puis, donc c'était pas Overclair, mais c'est pas grave, hein, j'y suis allée quand même. Et puis bah, finalement, enfin là c'est totalement personnel, mais en fait sur la montagne j'ai rencontré quelqu'un et du coup on a démarré une histoire qui continue. Et, et puis, bah, du coup, forcément, ça bouscule un petit peu les choses. En tout cas, pour moi, ça les a bousculées parce que du coup, l'envie de partir au Canada pendant 6 mois était toujours là, mais quand même beaucoup moins conciliable avec le fait de donner de l'espace à cette relation qui commençait. Et puis, il y a la vraie vie aussi, c'est-à-dire que dans mon monde imaginaire, je décidais où j'allais vivre. Et puis, dans la réalité, je suis prof de yoga, je ne suis plus avocat. Donc quand j'ai commencé à présenter mon dossier pour avoir un appartement, autant te dire que j'étais pas dans le top du panier, quoi. Donc, euh, donc du coup, bah, finalement, tout ça, ça a pris... J'ai fini de marcher en septembre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier. J'ai réfléchi, j'ai fait des colloques dans 4 endroits différents. J'ai passé un peu de temps à Paris aussi, un peu de temps à Rouen. Hum, Et puis j'ai trouvé un appartement trop marrant parce que en fait j'ai rencontré mon propriétaire pendant les grèves sur un arrêt de bus Blablabus. Et finalement heureusement parce que je pense qu'avec mon dossier ça passait nulle part. Et donc voilà, donc mon appartement a été rencontré sur un arrêt de Blablabus et c'était chouette. Et puis bah, ensuite, arrivé au Pays Basque, atterrissage comme on peut, nouvel endroit à découvrir. Et puis bah, confinement et développement de cours en ligne. Enfin, en tout cas, on essaye. Mais ça, c'était la bonne surprise du confinement parce que pour le coup, comme j'ai changé géographiquement, il se trouve que j'ai pas de base de clients au Pays Basque. Mais que j'ai toutes mes élèves parisiennes qui me manquent et qui évidemment ont trouvé d'autres profs formidables pour pratiquer, mais du coup c'était chouette pendant le confinement de pouvoir les retrouver, bah, comme je crois que ça t'a fait pareil pour... Exactement, oui, oui. Et donc ça je trouve que c'est quand même C'est une le jolie bon surprise. moment.
Et donc, ouais, donc ça, c'était vraiment chouette. Et chercher un endroit pour faire les retraites, donc c'était chouette aussi de le trouver. Comme la Donc deuxième... des retraites en juillet, août, 3 Oui, retraites. donc voilà, D'accord. donc ils seront postés quand le podcast va être publié. Oui. Euh, et voilà. OK et donc pour la rentrée, d'autres projets ou d'autres choses que tu as envie de mettre en place? Et donc, bah, pour la rentrée, pour le coup, j'ai l'intuition que les cours en ligne auront plus de succès à la rentrée que pendant juillet-août, parce que je pense qu'ils s'intègrent dans une routine professionnelle et que là, on a plutôt envie d'être en vacances que d'être dans des structurations de vie à ascendant professionnel. Totalement, ouais, Donc, et puis je pense que comme à beaucoup, le confinement nous a donné plein d'idées, de choses qu'on a envie de partager. Donc, je pense qu'il y aura des contenus en ligne. Après, j'espère des cours sur Rouen. Ça, c'est l'objectif. Et, et après, on verra. Mais l'idée, c'est de structurer mes années autour des retraites parce que je pense que c'est vraiment des moments à part. complètement. Enfin, je trouve que c'est intéressant une retraite de yoga parce que à la fois, ça peut permettre de donner des gros bols d'oxygène. Et à la fois, c'est des gros accélérateurs de pratique parce que comme en général, on est en petit groupe et qu'on a le temps, c'est là où tu peux passer 1000 ans à réfléchir sur ton chien tête en bas et comment je Mmh. mets mes doigts et machin. Et donc ça me plaît beaucoup. Donc je pense, ouais, essayer de faire un planning un peu rationnel et probablement, comme après 2 ans, j'ai un peu plus digéré mon expérience, on va dire, ma reconversion, parce qu'en fait, une reconversion, on a souvent l'impression que c'est comme ça. Et effectivement, ça m'arrive de me présenter en disant aux gens, bah, je suis J'étais prof de yoga. avocate, mais je suis devenue prof de yoga et Voilà. les gens, c'est normé et c'est comme ça, OK. Au-delà de ce que je blablate, parce que j'ai quand même une capacité à blablater, d'ailleurs, tu peux m'arrêter si je m'égare trop, Ça mais fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle, mais c'est très intéressant. Je pense qu'on a bientôt fini, mais au pire, on fera un deuxième épisode, comme je ouais. t'avais dit. Mais donc oui, au-delà de la manière dont on positionne les choses, il y a évidemment tout un process. Et c'est vrai qu'une reconversion, c'est pas... Il se passe plein de choses. Je pense qu'il se passe plein de choses quand on la décide. C'est-à-dire que... et j'ai écouté les autres podcasts et je sais que je suis pas la seule à soulever le fait que c'est plus une accumulation de choses qu'un déclic instantané qui fait que c'est bon. Et, et en fait, je pense que, enfin, moi, je pense que dans la vie et même dans nos relations aux autres, dès qu'il y a un truc qui bouge, ça fait tout bouger, puisqu'on est dans un système qui est organisé comme ça. Et en fait, comme ça fait tout bouger, il y a toujours des ajustements derrière. Et donc moi, par exemple, quand j'ai fait ma reconversion, euh, si mon compte s'appelle ABC Yoga et pas Cindy Yoga, bon, c'est déjà parce que Cindy Yoga, il y en avait déjà, mais c'est aussi parce que à l'époque, je me voyais plutôt faire ça en à côté. Je pensais pas que ça prendrait autant de place en réalité. Et puis surtout, je l'assumais pas complètement. Parce que. Et, et puis, si on. Comme le but des podcasts et des conversations, c'est d'être sincère. Enfin, je veux dire, même au quotidien, même aujourd'hui, c'est pas forcément toujours simple à assumer. Parce que on est dans un monde où même si on sait tous que la norme n'existe pas et que les étiquettes sont débiles, elles sont quand même toujours un petit peu là. Et Euh, c'est le but du podcast, de montrer que les parcours peuvent tous être différents, peuvent tous venir de plein d'autres choses avant et que pour autant, tout est possible d'être prof de yoga et peut-être d'avoir son job à côté ou de ne pas l'avoir. Ou, enfin, que tout est vraiment, et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi à travers ce podcast, que vraiment tout est envisageable et qu'il n'y a pas d'étiquette, enfin, qu'il faudrait qu'on tende à retirer nos étiquettes, même si c'est quasiment impossible, au moins montrer que c'est possible pour certaines personnes et qu'il y en a qui ont réussi à le faire si elles en avaient envie. Alors, il y a très bien, tout est possible, les gens aussi peuvent avoir un travail qui leur plaît et donc avoir suivi des études et avoir suivi ce que la société voulait aussi, et ça peut très bien être passionnant.
mais il y a d'autres personnes qui ont eu envie de changer et il faut montrer aussi que tout ça, c'est possible et pour ceux aussi à qui ça fait peur de se lancer, bah, j'espère que ça pourra aider. Bah, effectivement, je pense que c'est vrai que ces étiquettes peuvent être pour certains, certaines des barrières qui, en fait, quand elles sont confortables, là, effectivement, il n'y a pas de problème. Et on sait tous que notre situation, ce qu'on est, la vie professionnelle, mais pas seulement, mais en tout cas, quand vous vous présentez à quelqu'un, je pense que quand on se présente, on met tous une étiquette et que si on met tous une étiquette, c'est aussi parce que ça facilite énormément de choses. Ça permet rapidement de donner une image, machin, etc. Mais c'est vrai que ce que je trouve génial dans cette époque, c'est que j'ai l'impression qu'on appréhende quand même de plus en plus l'être humain dans sa globalité et que justement, alors c'est vrai que les jeunes générations peuvent être critiquées parce que on va dire oui, ils cherchent l'épanouissement à tout prix et c'est pas possible sans effort, machin, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une incompréhension sur ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'épanouit à faire plusieurs choses, à mener différents projets. D'ailleurs, c'est pas forcément plusieurs métiers, mais ça peut être tout simplement un métier et des projets personnels importants. Euh, c'est pas parce qu'on a plusieurs choses dans nos vies que ça retire de la valeur aux choses qu'il y a avant ou aux gens qui ont moins de choses dans leur vie. Et, euh, et effectivement, je pense que plus il y aura de personnes qui s'autorisent à faire plein de choses, même s'il y a des freins, et plus ça deviendra la norme et moins ces freins seront importants. Et en plus, je trouve que alors après, j'en sais rien parce qu'en fait, j'ai pas d'autres expériences et qu'il y a des gens qui sont slasheurs, qui cumulent deux, trois jobs et c'est tout à fait ok. Mais en particulier sur le yoga, je pense que c'est tellement... attention, je prétends pas guider la vie des gens, mais en tout cas, moi, dans ma vie, ça a un impact et c'est tellement quelque chose d'inclusif qu'à avoir avec la conscience d'être... Je dis pas que quand on est prof de yoga, on fait tout le temps bien, etc. Mais je pense que c'est des questions qu'on se pose de comment je vis dans ce monde-là, qu'est-ce qui est juste à un instant T. Et les réponses peuvent être différentes, mais je crois que plus on met de conscience et plus on nourrit la tolérance Mmh. vis-à-vis de nos expériences d'abord et du coup de celles des autres. Et en fait, rien que s'autoriser déjà juste à son niveau, en fait, c'est fou, mais quand on est sur nos peurs, sur nos anxiétés, sur cette image qu'on veut renvoyer, mais en fait, c'est pas forcément si simple et on n'a pas le contrôle. Forcément, il y a un mal-être ou forcément, il y a une désouverture qui fait que les relations aux autres sont plus complexes. Alors que si finalement chacun s'autorise à être juste. Et il y a une phrase que je trouve très dure à traduire en français, mais que je trouve géniale en anglais, c'est, tu sais, ce I am enough ou you are enough. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas d'équivalent vraiment en français qui soit hashtagable comme ça parce que enfin, pour moi, la clé, elle est vraiment là. Elle est, mais oui, ok, t'es pas parfait ou parfaite, mais en fait, ça va. C'est OK. Parce qu'il y a tellement de richesse et surtout, il y a tellement. J'aime beaucoup finir mes cours par la posture du fœtus en rappelant aux élèves que c'est aussi une manière de symboliser dans nos cours de yoga qu'on arrête un cycle et qu'on va recommencer quelque chose après. Et en fait, je trouve que dans la vie, enfin, en tout cas, moi, ça m'aide de me dire ça régulièrement, de me dire, bon, bah, ok, bah là, en fait, demain, vas-y, aujourd'hui, c'était peut-être pas cool, mais en fait, demain, c'est demain. Donc ça va être bien, il va y avoir un autre truc. Alors après, c'est un peu de la projection, on dit qu'il faut mieux être dans le présent et tout, mais ce que je veux dire, c'est que même juste l'instant d'après, on a l'opportunité de faire différemment. Donc si on se trompe, eh ben, c'est ok, parce qu'en fait, tout le monde se trompe. Et je me disais la même chose par rapport au passé. Et d'ailleurs, on en parlait par rapport à ce podcast justement où on essaye de voir le parcours, donc on retrace un peu le chemin parcouru. Alors qu'en yoga, on nous dit souvent essayer de profiter de l'instant présent, etc. Mais je trouve que c'est aussi important de des fois voir en arrière quand ça va un petit peu moins bien, aujourd'hui, tu vois, et de se dire, ok, ça va moins bien aujourd'hui, mais regarde, il y a 2 ans, il y a 3 ans, hier, avant-hier, comment t'étais et tout ce que tu as fait pour arriver ici.
Et en fait, regarde à quel point c'est quand même mieux et ce que tu as construit pour toi, aujourd'hui, c'est quand même mieux que ce que tu avais avant et tu as grandi comme ça. Donc imagine ce que tu vas faire après encore et qui sera encore mieux dans ton développement à toi. Donc c'est Mmh. enfin je te rejoins complètement quand tu dis, il y a pas que, le moment présent et c'est aussi, bien de dire, bah, demain ça sera bien si aujourd'hui c'était pas bien. Bah, enfin oui, complètement. Et puis ça permet de reprendre, pas le contrôle, mais en tout cas, une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Mmh. Mmh mh. Et c'est pas si simple, hein. Enfin, encore une fois, c'est toujours beaucoup plus facile, d'en parler ou d'écrire à propos de ces notions de responsabilité, il y a d'ailleurs des j'ai une copine, qui a fait une formation, un teacher training avec beaucoup, beaucoup de philo et qui me dit, bah, en fait, finalement, je crois que le yoga, c'est un peu le premier manuel de développement personnel qu'on ait pu trouver. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de thèmes même de psychologie qui sont abordés. Alors, ils sont peut-être pas abordés d'une manière qui nous est culturellement accessible tout de suite, mais par exemple, C'est un l'idée des schémas chemin. qu'on intériorise, enfin, c'est totalement un truc de psychologie et c'est totalement vrai, cette idée de et je pense que ce qui est intéressant, c'est dans une société où on se donne beaucoup d'injonctions, où on ressent beaucoup d'injonctions à être comme ci, comme ça, machin, nanana, et à la rigueur, où quand t'as un problème, ou quand t'as traversé quelque chose de difficile, il y a une espèce d'injonction à aller bien, à aller mieux, à comprendre. En fait, je trouve ça intéressant d'avoir d'autres ressources qui permettent de se dire, mais en fait, ok, là, t'es dans un schéma, et aujourd'hui, ça te sert plus, mais en fait, ce schéma, c'est aussi parce que avant, il s'est passé ça, et tu l'as mis en place, et donc en fait, c'est aussi une preuve de ta force. C'est la preuve que, à cet instant T-1, il s'est passé des choses qui ont nécessité une action de ta part, et oui, tu l'as intériorisé. Aujourd'hui, c'est bien de le laisser sur le tapis ou n'importe où si ton moyen d'extérioriser, c'est autre chose. Mais d'avoir aussi du respect pour ce qu'on a vécu avant et y compris du coup pour nos schémas. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre. Mmh. C'est pas une glorification, mais c'est juste, je trouve que la responsabilité, c'est reconnaître et travailler sur sa capacité à mettre chaque chose à sa place quand on peut le faire. Et comme quoi aussi, l'humain est constamment, «adaptable» entre guillemets. On disait l'inverse tout à l'heure, que c'est difficile de s'adapter quand il y a un changement et tout, mais en fait on se prouve à nous-mêmes, en discutant que finalement tout est possible aussi parce que on peut constamment aussi, s'adapter aux actions, aux choses qui se déroulent dans notre vie et essayer de trouver des solutions ou alors, de prendre du recul ou des choses comme ça et donc le yoga est un vrai outil pour aider à tout ça, c'est sûr. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, d'avoir participé, à ce podcast et de t'être confié à nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'ajouter après toute cette longue discussion? Merci à toi. Écoute, je pense que j'ai déjà largement débordé. Il y a pas de temps prédéfini, mais c'est vrai que tu es plus haute que la moyenne. Non, 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 je pense qu'on est d'accord sur des jolis messages et si ça peut être entendu, c'est chouette. Et s'il y a juste un truc à ajouter, ça fait un peu Miss France, mais que les gens se fassent confiance, y compris dans leur pratique de yoga. Et, et à la fois de la confiance de vers qui on va, vers à quel professeur on fait confiance ou pas. D'ailleurs, parfois, il y a des professeurs avec qui ça passe pas. Vous inquiétez pas, on est tout à fait formés. En tout cas, moi, ça a été un point que j'ai trouvé très intéressant dans ma formation sur le fait que ce n'est pas personnel et donc c'est ok, vous remettez pas votre professeur en cause quand la pratique ne vous apporte pas à cet instant ce qui vous va et peut-être que dans un an vous y reviendrez et ce sera cool et donc voilà, donc se faire confiance en toutes circonstances, même si parfois c'est difficile et un peu challenging. Et bah, je te rejoins complètement parce que je le dis quasiment à chaque fin de cours à mes élèves de se faire plus confiance. Donc, on va terminer là-dessus. Se faire confiance, c'était parfait. Merci beaucoup, Cindy, pour tout ça et puis à très, très vite. Merci à toi, bye bye.